Je vais vous parler du stress, bien entendu, on est là pour ça, mais comme toute personne qui va parler d'un sujet, il parlera de sa boutique finalement et de son estrade, il ne va pas parler d'autre chose. Donc, je parlerai en tant que médecin et en tant que chercheur dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr que mon focus et le projecteur sera sur la santé, bien entendu, et les maladies que ça génère. Même si nous savons tous que le stress, au-delà de la santé et de la maladie, c'est un problème social, économique, et un problème de la pauvreté, etc. Donc c'est beaucoup plus large, quitte à l'aborder dans la discussion. Alors, donc j'aborderai 3 points sous cet angle-là. Je ferai d'abord un petit rappel pourquoi le stress est devenu une problématique majeure dans les maladies chroniques. Le stress induit de la maladie et diminue l'espérance de vie, au cas où on douterait sur ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ferai un peu plus le focus sur le stress, qui est ni plus ni moins qu'une adaptation à notre monde extérieur par un jeu d'hormones et de neurones dans le cadre des interactions entre le cerveau et notre corps. Et si cette interaction, bien entendu, est perturbée, ben c'est l'ouverture, la porte ouverte vers les maladies. Puis le troisième point, pour finir, que peut-on faire contre le stress? Y a-t-il des moyens pour lutter contre le stress? Bien sûr, je vais rester dans ce domaine de la santé, je ne vais pas parler de la réorganisation du travail et autres, mais dans le domaine de la santé, il y a du travail à faire sur cette relation justement entre corps, cerveau et corps. Et puis, de plus en plus, on est en train de faire de grosses découvertes dans le domaine du microbiote, du cerveau et de la gestion du stress, via en particulier la nutrithérapie et l'alimentation. Maintenant, pourquoi le stress est devenu une problématique majeure dans le domaine des maladies chroniques et de la santé? Et c'est dû essentiellement à, j'allais dire, 2 grosses ruptures qui ont eu lieu il y a à peu près une vingtaine d'années, dans la connaissance des maladies chroniques. Vous savez que, grosso modo, on peut mourir de 3 façons. On peut mourir d'une maladie infectieuse, ce qu'on est en train de vivre en particulier. On peut mourir des maladies chroniques, par définition, c'est une maladie qui n'est pas infectieuse. Et on peut mourir de blessures. Alors tout le monde, juste une petite anecdote, tout le monde pensera que les blessures, ça peut être de la guerre, des voitures, les avions, etc. C'est le suicide qui représente à peu près 80% de causes de mort violente. Je reviens à mes maladies chroniques. Et la grosse rupture qu'il y a eu dans la connaissance de ces maladies chroniques, quand je dis maladies chroniques, bien entendu, je parle de maladies métaboliques, cardiovasculaires, le cancer, auto-immune, neurodégénérative, etc. La grande révolution qu'il y a eu là-dedans, c'est que pendant 50 ans, les médecins, les scientifiques ont été formés dans l'idée que c'est la génétique qui fait tout. La génétique, c'est quoi? C'est la séquence de nos gènes dans nos chromosomes qui ont un alphabet bien précis. Et on a toujours dit que c'est cet alphabet, à un moment donné, une lettre peut être changée par une autre. Et à ce moment-là, l'alphabet change, le gène est altéré, et donc la protéine qui en découle beaucoup plus tard ne va pas supporter une fonction normale dans une cellule normale, et on aura l'ouverture sur la maladie. Je vous disais que quand on a fait le séquençage de ce génome dans les années 2000-2003, on a ouvert ce grand livre du génome, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas ni de gènes du cancer, ni de l'Alzheimer, ni des maladies métaboliques. Ça n'existait pas. Donc le génome était plutôt une sorte de logiciel de base qui ne se modifiait pas en lui-même, ou en tout cas ces modifications n'entraînaient pas de maladies graves, dans 10% des cas à peu près oui, mais dans 90% des cas, c'est plutôt la manière dont nous vivons, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, la manière de vivre nos émotions, notre activité physique, etc., qui vient modifier l'expression de nos gènes et donc des protéines clés dans la bonne santé. Et quand on dit la manière dont nous vivons, en gros, actuellement, on recense 4 entrées. On recense les déséquilibres nutritionnels, l'exposition toxique, pollution, ou dans l'alimentation ou dans l'air, le stress dont on va parler. Même si je le mets, vous verrez, en 3e lieu, pendant longtemps on le met en 3e, on dit ah ben l'intuition et le toxique c'est plus important que le stress. En réalité on commence à se rendre compte que peut-être le stress passe avant les autres. Et tout ça va entraîner une mécanique biochimique très classique, les biochimistes le savent, qui va faire que l'habillage du génome va changer simplement. Sa sacoche ne change pas, qu'on appelle l'épigénétique. Et cet habillage, cette épigénétique est hyper intéressante parce que c'est elle qui va faire que le fait de vivre d'une façon ou d'une autre va faire que vous allez rester en bonne santé ou vous allez tomber malade. En gros, on est passé d'une forme de fatalité où c'était inscrit dans nos gènes, c'est de la génétique,
à une forme de responsabilité. Nous sommes responsables de notre bonne santé ou de nos maladies. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que cette épigénétique, c'est une mécanique biochimique, bien sûr, qui va refléter notre mode de vie sur notre génome. Elle est réversible. Alors que les modifications génétiques dans le temps, si vous avez une mutation d'un gène, si vous avez le BRCA1 pour le cancer du sein, vous n'y changerez rien. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, on a complètement changé. Vous intervenez, vous modifiez votre mode de vie. À ce moment-là, cette mécanique va changer et elle peut basculer de nouveau sur la bonne voie. Donc, il y a une réversibilité et vous imaginez bien que ça offre énormément d'espoir. Tout ça pour vous dire que le stress est une composante majeure là-dedans. Ça passe par l'épigénétique et le stress, en faisant ces modifications, il va interagir avec les autres composantes telles que l'alimentation, telles que les polluants. Il y a une sorte de synergie. Si vous êtes stressé, si vous mangez mal et si vous êtes dans un endroit pollué, vous décuplez absolument tout pour aller vers une maladie. Comment peut-on définir aujourd'hui le stress? Tout à l'heure, je vous avais dit c'était gentiment une adaptation à notre monde extérieur changeant, qui fera qu'on va essayer de s'adapter et corriger. Le stress, alors la première définition liée à la maladie a été donnée par un médecin canadien, Hans Selye, et qui définit le stress donc comme une agression de l'organisme par un agent extérieur, qu'il soit physique, psychique ou émotionnel, et qui va entraîner un déséquilibre dans notre organisme, ce qui va entraîner cet organisme à compenser pour s'adapter de manière à préserver son intégrité. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs phases. Il y a une agression qui va entraîner un déséquilibre. Cet déséquilibre, l'organisme est obligé d'aller s'adapter pour préserver son intégrité. Voilà comment on définit un stress dans toutes ses composantes. Le stress, bien sûr, tel que je vous le présente, il est perçu de façon négative. Mais il ne faut jamais oublier qu'au fond, le stress est une force qui nous a permis de nous adapter à notre environnement. Parce que le stress va mettre en place, dans un environnement changeant qui n'est pas adapté pour vous, vous allez mettre en place toute une série de réactions biologiques pour préserver l'intégrité des fonctions vitales de certains de nos organes, et en particulier du cerveau. Jamais oublier que si nous sommes là au cours de l'évolution, c'est parce que l'être humain, à travers tous les dangers auxquels il était exposé et à travers les changements de l'environnement, c'est grâce à cette mécanique-là qu'il a pu survivre et être encore là. Donc ça, c'est le côté positif. Mais la problématique qui nous amène ici, c'est que la nature du stress, elle n'est plus dans l'évolution, elle a changé. On n'est plus en danger parce qu'il y a des animaux sauvages qui nous courent derrière, qui vont nous manger. En fait, c'est la société qui a mangé et beaucoup d'événements sont vécus en tout cas comme des agents stressants. La difficulté au travail, des difficultés financières, familiales, etc. La compétition, tout ça a fait qu'on va continuer de réagir avec ce stress-là. Et petit à petit, ce stress qui est au fond aidant au départ, puis même s'il est accentué un petit peu, on va réussir à l'équilibrer, mais quand il est trop présent, à ce moment-là, on va basculer dans ce qu'on appelle le stress toxique. Le stress toxique, c'est des réactions plus rapides à l'événement, répétées, et petit à petit, on va basculer dans un état qui n'est pas un stress physiologique. Comment reconnaît-on que quelqu'un est entré dans le stress toxique? Je dirais au moins de 3 façons différentes, 3 catégories de symptômes qu'on peut observer. L'émotion, changement émotionnel, un changement de comportement et puis un problème physique carrément. Dans le changement émotionnel, vous allez retrouver très rapidement un problème d'irritation, de nervosité, un problème de perte de concentration, et je dirais peut-être la clé dans les difficultés émotionnelles d'un stressé, c'est la perte de la mémoire. Perte de la confiance en soi, c'est des premiers signes sur le plan émotionnel. La deuxième catégorie de symptômes qui est importante dans le stress pour reconnaître quelqu'un qui est rentré dans cette phase de stress toxique, c'est dans le comportement. C'est souvent un repli sur soi et une difficulté relationnelle que l'on va avoir dans l'entourage familial, dans l'entourage professionnel. Et puis surtout,
il y a une tendance à l'addiction qui va se mettre en place petit à petit. Ça, c'est un signe assez clair quand on observe. C'est un problème. Et puis la troisième catégorie de symptômes qui dit que vous êtes déjà dans le stress toxique, c'est la fatigue. La fatigue, l'insomnie, vertige, et souvent, quand on regarde de près pour les médecins, les tachycardies, l'accélération du rythme cardiaque chez ces personnes-là. Le stress est avant tout, tu disais tout à l'heure, Sacha, je reviens, une affaire de cerveau. C'est le cerveau qui est le réceptacle du stress, c'est lui qui va l'intégrer et c'est lui qui va le gérer dans la réponse de l'organisme, en particulier sur le reste du corps. Et il le gère de deux façons. C'est connu depuis très longtemps, depuis les années 30-40, on savait déjà. C'est essentiellement par des hormones et par une modification de fonctionnement de neurones. Par les hormones, deux catégories d'hormones, j'y reviendrai tout à l'heure un peu dans le détail, parce que c'est un petit peu la source des problèmes dans la maladie. C'est le cortisol, vous allez augmenter la quantité de cortisol et la quantité de catécholamine. Alors en deux mots, cortisol et catécholamine sont faites par une petite glande qui se situe au-dessus des reins, qu'on appelle les glandes surrénales. La glande surrénale, c'est deux parties. À l'extérieur, c'est celle qui fait le cortisol, et à l'intérieur, c'est les catécholamines. Alors, je reviendrai un petit peu dans le détail du rôle de ces hormones. Et puis, vous allez avoir une deuxième réaction, c'est une réaction de type neuronal. On va assister à des modifications dans trois sphères très importantes du cerveau, j'y reviendrai aussi, l'amygdale, l'hippocampe et la région frontale. Dans ces trois régions-là, vous allez avoir un remodelage des neurones vont mourir, d'autres vont apparaître, et les liens et les communications entre les neurones vont changer. Alors, les hormones. Deux types d'hormones, je vous disais, le cortisol d'un côté et l'adrénaline. Quand on dit catécholamine, c'est l'adrénaline, pour simplifier les choses. Le cortisol, il ne va avoir que comme objectif majeur, et ça on peut reculer dans l'histoire de notre évolution, c'est de vous transformer, tout ce qui traîne comme protéines, comme graisse, de vous les transformer en sucre. Donc si vous êtes stressé en permanence, sachez que vous n'avez pas besoin de manger du sucre, vous le fabriquez vous-même. Vous pouvez manger des protéines, autre chose, vous fabriquez du sucre. Pourquoi dans l'évolution c'est important? Parce que quand vous êtes en danger dans l'immédiat, vous avez besoin d'avoir un carburant en urgence, et c'est le sucre qui est le carburant en urgence. Donc le cortisol, ça va être son job. Mais le problème, c'est que quand vous avez trop de cortisol qui va se mettre à ce niveau-là, vous allez petit à petit avoir une baisse de votre système immunitaire. Vous savez, quand on greffe les gens, pour pas qu'il y ait de rejet, on leur donne des corticoïdes. Donc petit à petit, vous allez altérer votre système immunitaire, vous allez être sensible aux infections et autres. Et puis, vous allez surtout commencer à altérer ce qu'on appelle la différenciation des cellules souches. Donc, c'est déjà aussi une prédisposition au cancer. Donc, cet excès de cortisol en permanence vous ouvre au moins sur deux types de maladies, maladie métabolique et la maladie cancéreuse. Le deuxième type d'hormones, ce sont les catécholamines, je vous disais tout à l'heure, ou l'adrénaline. Le but, c'est très simple, c'est de resserrer les vaisseaux, donc de faire une vasoconstriction, d'augmenter la tension et les battements cardiaques, de manière à ce que votre corps puisse avoir du sang oxygéné, etc., partout, parce que vous êtes en danger. Mais vous imaginez bien que tout ça, en permanence, régulièrement, vous êtes déjà en train de rentrer dans les maladies cardiovasculaires. Vous avez l'hypertension et tout le reste. Donc voilà à quoi ça peut exposer déjà l'excès de ces deux hormones. Alors qu'initialement, c'était de bonnes intentions, bien entendu. Je vous disais tout à l'heure, après les hormones, nous allons plutôt une réaction au niveau des neurones. Et au niveau des neurones, on a trois zones dans le cerveau qui sont clés dans la réaction au stress. Et vous imaginez là aussi, quand il est répété, ces endroits-là vont poser des problèmes aussi, ce qui expliquerait un petit peu le problème de notre comportement. Vous avez l'amygdale, je disais tout à l'heure, l'hippocampe et la zone frontale. L'amygdale est essentiellement la zone qui consiste à identifier nos émotions, à les analyser et à réagir par rapport à nos émotions. C'est la clé de nos émotions, la partie amygdale. Donc vous imaginez que là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, si cette partie est altérée au niveau des neurones, vous avez un problème à gérer au niveau de ces émotions. La deuxième zone qui est très importante et qui est concernée par le stress, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone qui gère notre humeur. C'est ça qui commande notre humeur. Et c'est aussi la zone qui est clé parce que c'est celle qui nous permet d'intégrer des connaissances à partir de l'extérieur. C'est celle-là qui nous permet d'interférer avec notre environnement extérieur. Et puis la troisième partie qui est impliquée dans le stress, c'est ce qu'on appelle la zone frontale, préfrontale. C'est la zone
qui est capital pour nous, c'est dans cette zone-là qu'on va prendre une décision. Quand vous êtes en train de réfléchir à 10 000 choses, c'est cette zone-là qui va vous dire « maintenant je décide ça ». C'est en fait la clé de voûte de notre sang-froid, parce que vous allez vous calmer à un moment donné et dire « je décide de faire ça ». Et c'est cette zone-là qui est importante. Voilà donc les 3 zones, comme vous voyez, qui sont clés dans notre cerveau, qui sont altérées lorsque vous avez un stress chronique et un stress répété. Je vous disais tout à l'heure que le stress, comme le déséquilibre nutritionnel, comme l'exposition aux toxiques, la pollution et autres, était la porte d'entrée pour développer des maladies chroniques. Donc on a vu toute la liste des maladies chroniques. Il y a aussi une chose qui est très très importante qu'on a découvert ces dernières années. On se dit mais ces maladies chroniques, qu'est-ce que ça a à voir une obésité avec un Alzheimer, avec un cancer ou autre? Alors que l'entrée est la même. C'est-à-dire déséquilibre nutritionnel, toxique, stress, etc. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont cherché le tronc commun. Parce que si on a le tronc commun, c'est très intéressant pour faire du prédictif et du préventif. Et le tronc commun, on commence à le connaître maintenant. C'est essentiellement 3 mécaniques. C'est l'inflammation chronique, subchronique qui se met en place. Que vous soyez dans l'obésité, que vous soyez dans le cancer, que vous soyez dans le diabète, que vous soyez dans l'Alzheimer, dans la dépression, y compris dans l'autisme, vous avez toujours de l'inflammation subchronique qui est là. Entre parenthèses, pourquoi les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont des comorbidités, ce sont les personnes qui décèdent le plus, par exemple avec le coronavirus, je fais juste une parenthèse, parce qu'on est dans cette inflammation chronique et on sait que le coronavirus, c'est une bombe des cytokines inflammatoires. Donc on va se retrouver dans un terrain qui est hyper fragilisé et c'est pour ça que ces personnes-là sont les plus fragiles. La deuxième partie dans ce tronc commun à toutes nos maladies, et c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le vieillissement accéléré. Quand vous êtes dans cette situation-là, le corps vieillit très très vite. Actuellement, on sait mesurer, l'âge chronologique, vous le connaissez tous, c'est votre état civil, mais on sait mesurer avec un algorithme, Horvat, c'est Steve Horvat qui a découvert ça, on sait mesurer votre âge biologique. On a à peu près 800 gènes dans notre corps qui sont répartis sur les différents organes. On sait mesurer de façon épigénétique leur méthylation et on vous donne un âge biologique par rapport à votre âge chronologique. Vous avez, si les 2 courbes se superposent, le chronologique et le biologique se superposent, vous êtes en train de vieillir à la vitesse normale. Mais il y a beaucoup de personnes où l'âge biologique est beaucoup plus rapide que l'âge chronologique. Le stress est un très grand pourvoyeur de ce décalage, bien entendu. Donc là aussi, ce qu'a offert l'épigénétique, c'est que si on intervient, même si chez ces personnes-là, on gère le stress, la nutrition, etc., on peut recorriger et revenir. Et après, vous avez une 3e catégorie de personnes, les chanceux, qui sont dans la partie basse, c'est-à-dire qui vieillissent beaucoup plus lentement par rapport à leur âge chronologique. Ce sont en général les gens qui vont vieillir très longtemps. La longévité est importante. Tout ça pour vous dire, la problématique majeure du stress, c'est qu'elle est impliquée dans ces processus-là, elle les active. Et elle les active pas avec les autres composantes telles que la nutrition ou la pollution, elle ne les active pas avec 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais quand vous les mettez les 3, vous avez 1 plus 1 plus 1 égale 50. Et c'est ça, il y a une potentialisation dans le côté délétère des choses. Je voudrais juste à ce stade-là donner quelques exemples. Est-ce que quand on est stressé, il y a une étude qui est sortie en 2018, une méta-analyse, c'est-à-dire où on a regroupé une 30aine d'études, où on a travaillé sur 7 cohortes réparties entre, que je me rappelle bien, la France, la Finlande, la Suisse et la Grande-Bretagne. On a à peu près regardé entre 1,5 million et 2 millions de personnes. La question qui a été posée, est-ce que les gens stressés ont une espérance de vie moindre, c'est-à-dire au niveau mortalité? La réponse est oui. Est-ce qu'ils font plus de maladies chroniques? La réponse est oui, en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Alors, ce qui a été très intéressant, il y avait des facteurs confondants pour les maladies cardiovasculaires. Il y avait le poids, la cigarette, etc. On a montré que, indépendamment du poids, indépendamment du tabac, le seul stress, effectivement, diminuait l'espérance de vie et augmentait ces maladies cardiovasculaires. Ça, c'était la première cohorte dont je voulais vous parler. La deuxième cohorte est une cohorte norvégienne qui s'appelle Hunt, que moi j'adore. La première dont je vous ai parlé, c'est une cohorte qu'on appelle rétrospective. La rétrospective, vous retournez en arrière dans les données, vous allez chercher du passé, dans le passé, et vous allez analyser. Mais quand vous faites ça, il peut y avoir des biais. Vous pouvez être influencé par votre hypothèse de travail,
et vous aurez tendance à voir ce qui vous arrange. C'est le danger des chercheurs, même s'ils sont pas malhonnêtes. Par contre, vous avez une deuxième catégorie de cohortes qu'on appelle les cohortes prospectives. Et là, vous allez mesurer chez les entrants au fur et à mesure et vous avancez dans le futur. Donc vous ne pouvez pas exclure des gens, vous ne pouvez pas tricher à ce niveau-là consciemment ou inconsciemment. Cohorte 1, elle est prospective, elle a de la valeur. On a suivi à peu près 20 000 personnes sur 11 ans en Norvège, toutes catégories professionnelles, niveaux socio-économiques confondus. Et on a regardé tout simplement 11 marqueurs, des marqueurs de malaise dans la vie. Je ne suis pas bien au travail, j'ai des voisins pas sympas, je n'ai pas une grande estime de moi, les problèmes financiers en fin de mois sont difficiles, etc. Je ne suis pas beau, j'ai pas... Voilà. Et on a regardé lesquels, là-dedans, étaient le plus à risque de développer des maladies chroniques. Et on s'est rendu compte sur 11 ans, de façon très très intéressante, sur les 20 000 à peu près personnes suivies, 6 000 ont développé des maladies chroniques. Et ceux qui ont développé les maladies chroniques, ce sont ceux qui avaient ces points. Et plus vous en aviez dans ces 11 critères de mal-être, plus le risque était augmenté. On avait un effet dose en fonction de ces critères par rapport à la maladie que vous développez. Je veux juste m'arrêter là et pour vous dire que il y a un livre qui est sorti entre la causerie de Nice et celle de Lyon, d'un philosophe des sensibilités que moi j'aime beaucoup. Ce livre est extraordinaire. Donc Vigarello a écrit un livre sur le stress, la fatigue, à partir du Moyen-Âge, et il a intégré bien sûr le travail. Et c'est très intéressant ce que dit Vigarello, par exemple. À un moment donné, je simplifie en une phrase parce que le bouquin est très... Il dit... En fait, on est devant un problème, cette histoire de mal-être, parce que c'est ça notre époque maintenant. C'est qu'on a une sorte de retour sur nous, parce qu'il y a une introspection là-dedans. Je ne suis pas bien, mes voisins ne sont pas sympas. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout ça, vous pouvez vivre quand même. Mais il y a une sorte d'introspection et il dit on est dans une sorte d'écartement entre le consommateur que nous sommes, où on nous dit on vous offre tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à demander, etc., et les conditions dans lesquelles nous travaillons et nous générons le travail, c'est-à-dire l'organisation en groupe, un patron, il faut faire du rendement, il faut aller vite, etc. Et il dit, cet écartement génère en nous, rien que ça, génère en nous une sorte de frustration permanente sur le sens de notre vie. Il dit ça, c'est quelque chose qui alimente en permanence effectivement le stress. Un mot, je voulais vous dire sur le stress et le travail, parce que je pense qu'on va en parler beaucoup. Vous savez que 25% des salariés actuellement sont en hyper-stress. Certains donnent même plus que ça comme chiffre, ce qui est énorme. Vous savez qu'on a à peu près 500 000 personnes en France soignées pour maladies mentales liées au stress. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par la Santé publique France. Un mot sur le burn-out, qui n'est peut-être pas facile à évaluer, mais lui aussi peut se reconnaître par les symptomatologies. Vous savez que c'est l'épuisement extrême. C'est 3 signes, on dit, le burn-out, hein, pour le reconnaître aussi. C'est l'épuisement extrême. C'est un début de regard cynique sur son propre travail. C'est-à-dire qu'on prend du travail, on dit oh, « bon, écoute… Et puis, bien sûr, c'est la chute de l'efficacité professionnelle où les gens ne font plus rien. Donc, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, on y reviendra. Dernier point, peut-on faire quelque chose pour lutter contre le stress? En tout cas, là aussi, je vais le regarder par le bout de ma lorgnette à moi, en tant que médecin, en tout cas venant de la santé, sur le regard de la santé. Après, on sait qu'il peut y avoir d'autres réorganisations de la société et autres qui sont plus compliquées. C'est bien sûr que c'est une affaire médicale, une affaire où il faut voir le médecin. Quand on rentre dans cette zone-là, vous ne pouvez pas faire seul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez besoin d'un médecin à ce moment-là pour cette affaire-là. Redéfinir effectivement les objectifs du travail et tout, c'est quelque chose qui peut avoir avec la société. L'hygiène de vie est capitale. Là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, l'alimentation, en tout cas, c'est une clé majeure. Pourquoi? Vous savez que l'alimentation, on peut y revenir aussi, l'alimentation, elle a 2 impacts majeurs sur notre santé. Vous avez des aliments pro-inflammatoires qui vont augmenter votre inflammation chronique que vous avez en permanence et qui vont vous mener vers la maladie. Et vous avez une alimentation anti-inflammatoire. Je simplifie, je résume très vite. La pro-inflammatoire, celle qui n'est pas bonne pour la santé, en tout cas qui est identifiée à ce jour, c'est l'excès des viandes rouges, c'est la farine blanche,
c'est tous les produits dérivés de produits laitiers dérivés de la vache, bien entendu le sucre rapide. En gros, sur ces quatre-là, vous avez de l'inflammation que vous créez en permanence. Et l'anti-inflammatoire, c'est ce qui ressort en permanence, c'est 300, 400 grammes de légumes de toutes les couleurs par jour. Parce que c'est là où vous retrouvez effectivement polyphénol et autres. Je résume, mais on peut en revenir sur cette discussion. Le stress se gère, je vous disais tout à l'heure, au fait, le stress, c'est un phénomène d'adaptation à notre extérieur qui est changeant en permanence par un jeu d'hormones et de neurones où il y a une sorte de partenariat clé entre notre cerveau et notre corps. Donc vous imaginez bien là-dessus, une des portes d'entrée majeures, c'est de jouer sur cette relation esprit-corps. Et là, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées au cours de ces dernières années. Je voudrais parler du yoga, tout à l'heure on a dit un mot sur la méditation. J'étais parmi ceux qui n'y croyaient pas au départ. Je me disais, ok, est-ce que vraiment ça va changer? Et beaucoup d'études sont sorties depuis, en particulier sur yoga, méditation et autres, et stress. En tout cas, en mesurant des marqueurs épigénétiques sur l'inflammation, sur le vieillissement, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, la pratique, ces pratiques-là, modifier ces marqueurs dans le vieillissement, ces marqueurs, en fait, cette pratique-là, diminuer l'inflammation et diminuer le vieillissement accéléré qui était induit par le stress. On peut aller plus loin, il y a des choses, mais je pense que je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Tout ça pour dire, je vais finir, j'avais pas mal de données sur ça si vous le souhaitez, mais tout ça pour dire que le stress est un pourvoyeur sans aucun doute majeur des maladies, en tout cas il détériore la santé. C'est de la mécanique épigénétique, c'est-à-dire le stress ne va pas vous modifier la structure de vos gènes, mais il va vous modifier le fonctionnement de vos gènes. En particulier, on commence à avoir maintenant ce qu'on appelle des signatures épigénétiques du stress. Donc on peut suivre, lorsque vous vous prenez en charge sur le stress, on peut suivre ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la médecine 4P ou la médecine intégrative. La médecine 4P, c'est la médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. La 4P, c'est intégrative. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend quelqu'un en charge, bien sûr, il faut gérer son stress avec du yoga ou autre, etc., changer le boulot, son poste, etc., mais on commence aussi à introduire la dimension nutritionnelle, etc., l'activité sportive, physique, etc., dont on sait l'impact sur l'épigénome. Après, ça n'est pas de mon domaine, mais le stress est une problématique économique et sociale, il n'y a pas de doute sur ça. Et je pense qu'au fond, il y a un très bel article qui est sorti dans le Lancet il n'y a pas très longtemps. Plus stressant dans la vie que la pauvreté, vous n'en trouverez pas. Et le Lancet avait fait le titre où il disait que le poverty is a political choice, où il avait montré comment la pauvreté dans cette revue induisait toute une série de maladies et aggravait l'effet du stress lorsqu'elle était là. Voilà ce que je voulais raconter à ce stade-là.